Enfin, les considérations environnementales touchent à peu près, je dirais, tous les courants de pensée, hein, plus ou moins. Et l'impression que j'ai, c'est que souvent, chaque association veut grandir, veut faire des actions regroupées, se focalise sur le minimum commun un peu et essaye d'à partir de ce minimum commun, de lancer des projets qui, la plupart du temps, essayent de mettre avant tout à leur nom qu'au nom des autres. Mais c'est peut-être une vision un peu cynique de ma part. De ce que je vois, en fait, c'est que dans les différents mouvements ou associations écolo, il y a vraiment des courants de pensée très distincts ou des méthodes d'action ou des façons de voir les choses sur comment il faut modifier, enfin comment agir de façon très distincte. Enfin, il faut voir aussi que les méthodes d'action sont souvent reliées aux idées qu'on a et donc du coup, si par exemple une association prône d'agir au niveau des entreprises, au niveau des cadres supérieurs et une autre par exemple au niveau des institutions publiques, c'est peut-être parce qu'il y a vraiment des différences de courants de pensée en fait, qui se rejoignent peut-être sur des constats environnementaux mais qui sont distincts en termes de vision de la société, voire de l'être humain. Quand il faut construire alors un plaidoyer, on reste souvent sur des plaidoyers peut-être très limités. Et c'est problématique, quoi. Moi, de ce que je repère dans les courants de pensée, je dirais qu'il y a un peu le côté je dirais en premier technocrate, qui voit vraiment le côté environnemental selon la gestion des ressources et qui, à partir de cette base-là, disons, des ressources, mène tout le raisonnement sur comment il faut choisir telle ou telle chose, etc. Mais toujours dans l'optique gérer des ressources, qui mettent en avant par exemple pas mal la gestion carbone ou l'indice carbone pour gérer les problèmes, comme quoi actuellement on ne compte pas les bonnes choses et que du coup il faudrait mettre une autre comptabilité dans l'économie. Ce qui est un peu paradoxal parce que quand on peut se dire que le problème actuel c'est dû en fait à l'hégémonie d'un indicateur qu'est le PIB, ça propose un peu en quelque sorte de remplacer un indicateur par un autre. En plus, un deuxième questionnement qu'on pourrait se poser, c'est qui est pourtant un paradoxe au sein même de ce mouvement-là. On dit que le PIB est corrélé aux émissions à l'énergie, et donc aux émissions carbone, vu que l'énergie est l'énergie carbonée est la plus grosse part de l'énergie dans le monde. Et on propose du coup de faire une comptabilité carbone pour pouvoir améliorer les choses, alors qu'on pourrait se dire que le PIB, vu qu'il est corrélé déjà à l'émission carbone, est du coup un bon indicateur de cette émission. Mais enfin, c'est une chose à part. Et les questions aussi de la décroissance, qui eux prônent vraiment les questions du coup de refus de la croissance, de l'hubris, ou même la question du travail. Il y a les anticapitalistes, il y a vraiment un spectre politique très vaste, quoi. Il y a même des religieux, sur certains prônent du coup l'action au niveau des décideurs, parce qu'ils pensent que en fait, les décideurs, c'est là où il y a le pouvoir, que c'est le plus efficace. D'autres qui prônent plus l'éducation populaire, d'autres qui prônent plus sur l'enseignement. Dans les mouvements étudiants, il y a aussi ces visions-là qui peut-être encore plus confus en fait, parce que les gens ont pas eu, peut-être pas eu encore le temps d'avoir l'expérience de savoir quels sont les différents types de mouvements et tout l'histoire qu'il y a derrière tel ou tel mouvement et le fonctionnement. Il y a la vision politique qui est quand même pas si facile à appréhender que ça, du fait qu'on est quand même dans une société où on communique beaucoup, qu'on nous donne l'impression d'être d'accord avec nous, mais qu'en fait, ça va engendrer rien du tout. Donc en fait, il y a une décorrélation entre l'action et la parole qui est très problématique, et quand on est étudiant, on peut être vachement impressionné rien que d'être dans le fait de parler à des instances relativement hautes ou des gens qui sont déjà dans le milieu du travail alors que toi tu es qu'étudiant. Tu as l'impression que rien que leur parler, c'est une action qui avance en soi. Mais je pense que ce qu'a montré les événements de ces derniers mois, c'est qu'on peut pas, il faut faire masse. Nous au Shift, on a la légitimité qu'on a en tant que think tank qui est assez reconnue sur ces sujets-là, mais on n'est pas suffisamment mobilisateur ou visible pour forcément seul arriver à mettre des sujets à l'agenda, par exemple. S'il n'y avait pas eu la mobilisation étudiante, nous on s'attendait à ce que notre rapport ça fasse un gros flop, et grâce à toutes les mobilisations étudiantes, ça a permis de donner de la visibilité à nos recommandations, de leur donner de la légitimité aussi, puisque ça a été soutenu par des acteurs qui étaient légitimes sur le sujet, des enseignants, des étudiants, des directions d'établissement. Et donc il y a besoin de faire corps pour montrer que la direction qu'on veut emprunter, elle est collective et que tout le monde s'y retrouve. Si on prend un projet seul, et c'est souvent le problème dans les questions de transition, c'est qu'il y a des intérêts contraires. Là, il faut faire en sorte de diminuer au maximum les intérêts contraires. Et pour faire ça, il faut arriver à représenter un maximum tous les intérêts dans les gens qui portent ces propositions. La proposition de loi qui a été déposée, elle a été déposée avec le soutien du Shift, mais aussi avec le soutien du collectif pour un réveil écologique. Et c'est ça aussi qui a permis de la rendre visible et de la faire soutenir par un maximum de députés. Sinon, ça n'aurait pas marché. Donc il y a vraiment, pour moi, cet enjeu de visibilité
qui est absolument essentiel. Sinon, on ne peut pas avancer, on n'avancera pas assez vite, simplement, voire pas du tout. Par ailleurs, on a aussi des apports complémentaires. On ne peut pas tout faire, un acteur ne peut pas tout faire. Typiquement, il y a trop d'acteurs en scène sur les questions d'enseignement supérieur. Il y a les directions, il y a les enseignants, il y a les étudiants, il y a les institutions. Le même acteur peut difficilement agir sur tout ça. Nous, au Shift, on apporte un peu des billes où on peut, mais typiquement, pour animer la communauté étudiante, on n'a pas les ressources pour faire ça. Pour les enseignants, là, on essaye d'initier des choses, mais on espère vraiment que ça va s'autonomiser et que les enseignants pourront le faire entre eux, parce qu'ils sont beaucoup plus légitimes et vraiment probablement meilleurs que nous pour savoir ce dont ils ont besoin. Et il y a aussi besoin que les directions d'établissement se saisissent du sujet pour vraiment le mettre en pratique avec les outils qu'ils ont à disposition. Il faut aussi que les institutions s'en saisissent, et si ce n'est pas le cas, pour l'instant, c'est très bloquant. Donc voilà, qu'il y ait des créations de postes dans les institutions sur ces questions-là, ou qui posent simplement le cadre administratif et juridique pour que ça puisse être permis. Et sans ça, un acteur tout seul ne peut pas faire ça. Donc il faut vraiment qu'il y ait le collectif avec tous les intérêts représentés qui puissent porter toutes ces recommandations, en tout cas un maximum de ces recommandations et de messages en commun. Je commencerai par dire une chose qui est que, en fait, de raconter l'origine du manifeste, je me rends compte qu'en effet, c'était des gens qui étaient déjà dans des associations ou dans des collectifs écolos. Initialement, ça veut dire que ce manifeste répondait à un truc qui manquait, enfin, a priori. Et ensuite, toute la question, c'est, comme le manifeste a bien marché, il a mobilisé des étudiants, il a mobilisé la presse, on s'est dit on continue. On en fait un collectif pour surfer sur cette vague et pousser le truc plus loin. Mais nous, c'est une question qu'on se pose tous les jours, de se dire comment on reste pertinent. Et si on ne l'est plus, et ben, en fait, on dissout le collectif. Enfin, il n'y a pas du tout de volonté d'être mieux que les autres ou en concurrence avec les autres. Et ce que je retire de ce matin, c'est qu'en fait, il y a vraiment cette posture-là de la part de tout le monde. Enfin, on est tous mobilisés par un objectif qui est hyper ambitieux, qui est en gros de changer notre société, que ce soit nos formations, notre modèle économique aussi peut-être, et puis en tout cas notre rapport à notre environnement et à l'altérité de manière générale. Avec cette posture-là, ça permet d'éviter les batailles d'ego. Enfin, moi, je n'ai pas du tout vu de bataille d'ego ce matin dans la table ronde. Après, concrètement, comment faire pour ne pas se marcher dessus ? Typiquement, prendre l'habitude de toujours bien communiquer, se connaître les uns les autres, donc se rencontrer à des week-ends comme celui-ci. Et puis, la coalition jeune est un espace aussi privilégié de discussion, d'échange d'informations, dont peuvent émerger des projets portés en commun. À mon sens, la première étape, c'est au moins savoir ce que tout le monde fait, qu'il y ait une bonne information là-dessus, quoi. Effectivement, on a énormément de points communs, on peut profiter de plein de synergies, on peut profiter de plein de choses qu'on peut mettre en commun, et notamment la communication, ce genre de choses. Mais il y a aussi une diversité d'associations, chacun avec ses modes d'action, ses idées, ses combats. Et c'est important de ne pas phagocyter tel ou tel asso, et de réfléchir ensemble en gardant une diversité. Et pas en fusionnant tout à tout va, parce que ce ne serait pas forcément pertinent de fusionner des choses qui ont des points de divergence aussi. Quand on mène des projets, ce n'est pas un problème de faire doublon s'ils s'adressent à des cibles différentes, typiquement des groupes locaux qui feraient la même chose, ce n'est pas du tout un problème. Et c'est plus sur les sujets nationaux ou porter un plaidoyer auprès de certains décideurs que là, il faut qu'on se mette en synergie. J'ai plutôt de l'espoir dans le fait que là, tous les gens que j'ai vus sont vraiment prêts à s'effacer derrière un groupe qui porterait un même plaidoyer, donc effacer en tout cas leur organisation. Le foisonnement porte une bataille culturelle un peu partout, et ensuite la synergie porte des messages très forts et avec un potentiel de transformation important auprès des failles de ce système pour le faire changer. Moi, il y a une question que j'avais beaucoup aimée ce matin, c'était dire Ingénieurs sans frontières fait déjà des choses, avec IE, ça a l'air d'être à peu près pareil, où on se retrouve sur les mêmes thèmes, pourquoi est-ce que vous ne fusionnez pas? C'est vrai qu'il y a des fusions qui ont été faites à Grenoble, où le groupe était suffisamment fort pour pouvoir faire des actions communes, et à la fin, je crois que ça va même donner une action, une association en commun. Et autre part, on a IE qui fait son réseau d'ingénieurs et qui va rattraper, j'ai un peu envie de dire, c'est les déserteurs du système, des gens qui se posent tellement de questions et qui sont tellement interloqués par le sens de leur métier ou de la perte de sens face à l'urgence écologique, et ben, ils arrivent un peu chez nous et ils se trouvent des gens pour discuter, pour débattre et se montrer que des alternatives sont possibles.
Donc effectivement, ça rejoint ce que fait ISF pour aller changer les formations. Dans le milieu altermondialiste, ça ne me surprend pas qu'il y ait des propositions qui soient redondantes. L'intérêt, c'est un peu d'avoir un filet large, et donc on arrive à choper des gens avec ISF, on arrive à choper des gens avec IE, qui peut-être ne seraient pas allés vers les structures associatives naturellement. Peut-être que la structure réseau en ligne, discussion un peu privée de mon côté, sur mon clavier, ça leur parle plus que d'aller à une AG d'association ou un groupe qui parlerait sur mener une action. Peut-être qu'ils ne sont pas encore dans l'action, mais qui sont dans le début de leur réflexion. Et donc il y a une complémentarité de ces modes de réflexion et d'action, en fait. Le principal problème que je vois, c'est la question du temps. Les réunions entre équipes, etc., ça prend du temps. C'est vrai que c'est long. Quand on est un peu perdu et qu'on voit qu'il y a beaucoup de structures, l'envie qu'on a, c'est on a envie de centraliser, de mettre un grand corps qui gère tout ça. Et nous, à IE, on a opté pour une stratégie qui nous laisse vraiment très libre. On a nos groupes locaux, nos groupes thématiques, et chacun peut adhérer là où il veut. On n'a pas une personne qui va porter la voix d'une organisation. Et même moi, là, quand je suis en train de parler, je ne représente pas le groupe politique spécifiquement. Donc j'ai dit, il y a cette diversité qui peut être un peu confuse quand on veut s'engager et qu'on ne sait pas trop où aller. Je vais renverser ce propos-là en disant que quand on a un réseau, justement, eh bien, ça permet de se connecter à des gens. Évidemment, le réseau ISF avec ses associations permet de le faire. On aimerait aussi être un peu, je pense, là c'est très personnel l'idée que je m'en fais, c'est un réseau des transitions et des luttes aussi. Parce qu'on a besoin de porter la composante sociale qui est fondamentale chez IE, puisque c'est cette question du sens du métier qui nous a animés en premier, vis-à-vis des questions climatiques. Mais on a cette composante sociale qui est fortement ancrée, je trouve. Et donc ce réseau-là permet de se connecter avec des gens très loin, pas forcément dans une école. Moi, je suis tout seul à Poitiers dans ma fac. Je sais qu'il y a une école d'ingénieurs à Poitiers, mais c'est un autre campus qui est loin. Donc j'ai trouvé cette communauté-là en ligne qui me permet de faire ma veille scientifique et d'avoir les débats et de pousser ma réflexion de petits bonhommes dans mon coin. C'est déjà la première marche avant un engagement qui pourrait être plus grand, effectivement, au sein d'une grosse association. Et pour finir, il n'y a rien qui n'empêche quelqu'un d'ISF de venir chez nous, de nous dire « Bonjour, on voudrait monter un projet ». Qui est pour. Et il y aura forcément des gens qui vont réagir à ça et on peut aller sur du militantisme en ligne, voire des groupes locaux si on a des gens du réseau dans le coin. Il n'y a absolument rien qui l'empêche. Je suis même sûr que les gens seraient plutôt motivés pour le faire. Il y a une diversité d'approches, une diversité d'angles d'attaque et de modes d'action. Et aussi du coup qu'il y a une volonté un peu générale qui s'est concrétisée ces dernières années par la création de différents mouvements qui montrent un peu pareil cette diversité d'approches, mais qui a une volonté générale de questionner ces formations. Une nécessité de rassembler tout ça, pas de le rassembler, mais de faire travailler ensemble tout ça, de dialoguer tout ça pour porter une voix un peu plus à une échelle nationale, sortir des échelles locales des écoles d'ingénieurs et d'autres types de formations. On parle aussi des formations dans les grandes écoles en économie, des choses comme ça. Et est-ce qu'on peut faire émaner des revendications nationales sur la gouvernance des écoles, la construction des formations, etc. Sur Formic aussi, comment ça s'est constitué, le fait que ce soit parti d'une dynamique fédérative, nationale du coup. Ingénieur engagé, derrière, moi quand j'ai vu que ça s'est créé alors qu'il y avait déjà plusieurs années de travail à ISF et que ça s'est fait à côté, ça m'a questionné. J'ai dit, et en même temps, ça voulait dire qu'on n'a pas su faire le lien avec le terrain, ça a toujours difficilement pris avec les groupes locaux derrière aussi. Et puis après, je me demande aussi sur le niveau d'expertise du discours, alors qu'on critique nous-mêmes la place de l'expert, la posture d'expert que peut avoir l'ingénieur, et peut-être la radicalité des propos, mais j'ai l'impression que c'est un discours qui peut être de plus en plus entendable aujourd'hui, et peut-être que des gens en sont de plus en plus friands aussi. Donc à voir comment ça va se passer dans les années à venir.